Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-école, le premier numéro de la semaine d'ailleurs. Nous sommes avec le professeur Songué. Professeur, bonjour. Bonjour, Papa Ali. Nous ne pouvons pas démarrer ce cours sans pourtant avoir une pensée pieuse à l'endroit de Aliou Diassi, le technicien, ce génie qui nous a quittés aujourd'hui, ce lundi, un passionné de la radio Aliou Diassi, qui est parti. Et Vladimir Yankelevitch avait raison, le seul événement biologique auquel le vivant ne s'adapte jamais, c'est la mort. Oui, c'est la mort. Et il a tellement raison, Yankelevitch, que un autre bien de chez nous, c'est Cheikh Hamidou Kane, qui avait l'habitude de dire, écoutez, la mort n'est pas cette sournoise que l'on croit. Elle avertit et fauche en plein midi de l'intelligence. Je crois que ce mot s'applique superbement à celui qui nous a quittés, Aliou Diassi. Parce que quand il dit « elle avertit et fauche en plein midi de l'intelligence », je crois qu'Aliou est parti en plein midi de l'intelligence. Un jeune ambitieux, un jeune dévoué, qui s'est sacrifié corps et âme, qui avait porté ce projet-là et qui malheureusement a été trop précocement arraché à notre affection. Donc par notre voix, tout le personnel présente à sa famille ses condoléances les plus attristées, espérant que Dieu puisse l'accueillir à son paradis. Il était là au début de l'aventure, très distingué à Aliou Diassi. Aujourd'hui, il nous a quittés à la fleur de l'âge. Nous présentons nos condoléances les plus sincères à sa famille, au groupe immédiat, mais également à toute la presse. C'est une famille. Il a été à la RFM avant de venir ici à immédiat. Aliou Diassi qui nous a quittés aujourd'hui. Que le paradis terrestre soit sa dernière demeure. Philosophie, c'est apprendre à mourir. Le contexte est différent, mais nous allons continuer de philosopher parce qu'il y a la vie. Le cours précédent, nous avions tenté d'apporter une réponse à une interrogation qui était vaste d'ailleurs et ne peut être confinée en un seul cours, c'est qu'est-ce que la philosophie. Mais on a dégagé le pourquoi, les perspectives, la définition négative. Aujourd'hui, nous allons voir les différences qui existent entre la philosophie et les autres sciences, mais d'abord, réminiscence oblige. Réminiscence, nécessité de réévaluer ce que nous avons déjà installé la dernière fois. Donc, comme vous l'avez dit, quand il s'est agi de répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?», nous avions montré pour l'essentiel qu'il y avait trois écueils qui se dressaient devant celui qui cherchait à dire ce qu'est la philosophie. Le premier écueil, nous l'avions dit, il était lié au fait que la philosophie n'a pas d'objet d'étude spécifique, et qui signifie très clairement donc qu'on ne peut pas assigner à la philosophie un territoire bien déterminé. Ça nous avait permis d'aller très vite pour montrer que dans l'idée de définition, il y a l'idée de clôturation, de bornage et de tracer des frontières, alors que le propre de logos philosophique, c'est de tenter d'embrasser le réel sous toutes ses formes et ses manifestations. À cette première raison, l'absence d'objet d'étude spécifique, nous avions ajouté la pluralité et la diversité des systèmes, faisant qu'en réalité, la philosophie ne se conjuguait pas au singulier, mais qu'elle se conjuguait plutôt au pluriel. Et enfin, l'argument le plus décisif que nous sommes allés chercher chez Emmanuel Kant, ce que nous avions appelé entre guillemets la non-convergence des points de vue et qui rendait compte de l'impossibilité d'assigner à la philosophie une définition unanime et universelle. Parce que ce qui l'a caractérisée, c'était qu'elle était rebelle, la philosophie, à toute forme de capturation définitionnelle. Et ensuite, nous avions franchi un autre pas en disant, écoutez, à défaut de pouvoir dire directement ce qu'est la philosophie, nous avons tenté de dire ce qu'elle n'est pas en nous fondant sur l'étymologie du mot, qui nous a permis de montrer qu'il était formé d'un préfixe et d'un suffixe. Le préfixe philo, philène en grec qui signifie aimer, désirer, et Sophie, du grec sophia, savoir et sagesse. Nous en avions tiré que, étymologiquement, en tout cas littéralement, la philosophie désignait l'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Et nous avions dit que ce mot d'amour était symptomatique du fait que, dès le départ, la philosophie, elle ne peut naître que du manque. C'est pourquoi Socrate lui-même enseignait partout où il passait que philosopher, c'est dès le départ commencer par reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance. Et donc, nous en avons tiré l'idée finalement que la philosophie, elle est moins la possession du savoir, moins la possession de la sagesse que la quête incessante, renouvelée par laquelle on tend vers le savoir, on tend vers la sagesse, mais nous avions dit attention, sans jamais s'installer de façon décisive, ni dans ce savoir, ni dans cette sagesse. Et donc la conclusion à laquelle nous étions parvenus, elle était double, pape. Elle consistait à dire, comme on l'a dit, pas de définition unanime et universelle de la philosophie, parce que la philosophie, elle est gouvernée par la querelle, la controverse, la contradiction, la dispute entre les systèmes, faisant, nous avions dit, qu'en philosophie et en philosophie seulement, les systèmes se construisent en se détruisant. Et nous avions dit, à partir de la deuxième étape, l'approche étymologique, qu'au fond,
si la philosophie n'est pas la possession, c'est parce qu'elle ne peut être qu'une activité de réflexion. Et que la philosophie, qu'elle ne soit pas la possession du savoir, est réglée par Socrate, proclamant lui-même dès le départ sa pauvreté en matière de connaissance. Mais également dans toute l'histoire de la philosophie. Vous avez par exemple le mot célèbre de quelqu'un qui s'appelle Vladimir Grigoriev, disant, j'ouvre les guillemets, « Le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas ». Il ajoute, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Fin de citation. Lorsque cet auteur-là, Vladimir Grigoriev, pour que les élèves ne se trompent pas sur l'orthographe de Vladimir Grigoriev, donc lorsqu'il dit, j'ouvre les guillemets, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible, il ajoute, il démolit les fausses certitudes de qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Et donc quand il dit, je répète une dernière fois pour nos apprenants, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible, mais il démolit les fausses certitudes de qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Il a fini de montrer que la philosophie, à partir du moment où elle renonce à toute prétention encyclopédique, à partir du moment où elle divorce avec toute prétention à la détention d'un savoir définitif, comment peut-elle se présenter? Elle ne peut se présenter que comme une activité de réflexion et de remise en question. C'est justement par cet aspect de réflexion critique et de remise en question que la philosophie va tracer la ligne de fracture qui va la séparer des autres formes de savoir, telles que le mythe, telles que la science, telles que la religion, ou bien même telles que simplement la magie. Et donc, à partir de cette idée résumée plus lapidairement par Emmanuel Kant et chantée par tous les élèves, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend à philosopher. C'est dans la même perspective que Vladimir Grigoriev. Quand il dit Emmanuel Kant, on n'apprend pas, il dit plus précisément d'ailleurs, si on veut être fidèle à la lettre du texte, il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Mais on simplifie avec les élèves, on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Pourquoi on n'apprend pas la philosophie? Mais justement parce que philosopher ne peut pas se réduire à l'assimilation d'un contenu doctrinal. Et c'est justement cette dimension de réflexion critique qui fait que la philosophie n'est pas la science, qui fait que la philosophie n'est pas le mythe, qui fait que la philosophie n'est pas la religion. Si vous le permettez, on peut s'arrêter sur cet aspect d'abord de réflexion pour le préciser, avant peut-être plus tard d'entrer dans la perspective des rapports de comparaison entre la philosophie et les autres formes de savoir. Oui. Et donc, si la philosophie est fondamentalement réflexion critique, il faudrait d'abord s'entendre sur le sens même du mot réflexion. Quand nous disons qu'elle est réflexion, elle est remise en question à partir du moment où elle n'est pas un savoir, parce que nous avons dit le point de départ c'est quoi? C'est que la philosophie n'est pas savoir, et si elle n'est pas savoir, qu'est-ce qu'elle est? Elle est réflexion, elle est remise en question. J'ai envie, puisque j'ai en face de moi un brillant littéraire, en votre personne, Papa Lune, d'éclater volontairement l'orthographe de réflexion pour l'écrire comme ça. Oui. Et ça permet tout de suite de montrer quoi? Qu'au sens propre, la réflexion désigne un mouvement, mais un mouvement de retour de l'esprit sur lui-même. Et donc, si au sens propre du terme, la réflexion désigne le mouvement par lequel l'esprit revient sur lui-même, ça veut dire très clairement quoi? Que dès que nous commençons à philosopher, nous décidons de prendre un recul critique par lequel nous décidons de soumettre à l'analyse critique de la raison tout ce qui se présentait auparavant, mais sous le mode simplement de l'évidence. Et donc, la réflexion désigne la nécessité pour la philosophie déjà de procéder à quoi? À une table rase. Oui. Une table rase, ça veut dire quoi? Une façon de considérer que tout ce qu'on m'avait appris était faux et décider de le reconstruire, mais par le biais de la raison. C'est exactement le travail de quelqu'un qui s'appelle René Descartes. Ce double mouvement, que nous venons de souligner, par lequel le philosophe détruit l'ensemble des vérités établies afin de les reconstruire, les soumet au travail de réflexion critique de la raison, j'ai dit c'est l'œuvre même de Descartes. Philosophe du XVIIe siècle. Oui, parce que dans le discours de la méthode déjà, Descartes, il résume ce que nous disons en disant, j'ouvre les guillemets, oui. Je pris un jour l'entière résolution de rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance
afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Fin de citation. Et ce que dit Descartes permet de résumer en quel sens la philosophie obéit à cette démarche critique, à cette activité de réflexion. Nous donnons la parole une deuxième fois à Descartes. Pourquoi nous insistons? Parce que la philosophie est inséparable de son histoire. Oui. La philosophie, c'est déjà un ensemble de textes et on ne peut pas philosopher en dehors de l'histoire de la philosophie elle-même. Oui, oui. Et donc, lorsque nous disons que la philosophie, elle est activité de réflexion, que nous avons fini de montrer que le philosophe, il procède à un bilan, à une évaluation critique de toutes ses idées, de ses croyances, de ses sentiments, de ses préjugés, de ses traditions, de ses valeurs. Bref, il revient sur son passé intellectuel. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de réexaminer, donc de réfléchir de façon critique sur ce qu'il savait ou ce qu'il croyait savoir? Parce qu'il considère très souvent, mais que ce qu'il croyait savoir, c'est parce qu'en réalité, il ne le sait pas très bien. C'est Hegel qui dit, Pape, ce qui est bien connu, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas du tout connu. Et lorsque Hegel disait, ce qui est bien connu, justement parce qu'il est bien connu, n'est pas du tout connu, reformulé en disant ce que je crois absolument savoir, parce que je crois absolument savoir de façon certaine, je ne le sais pas du tout. Oui. Et c'est pourquoi donc le philosophe s'installe dans cette mise à distance par laquelle il réfléchit de façon critique. Et donc nous avons dit, en tant que les réflexions et remises en question, l'activité philosophique, parce que c'est une activité, va reposer sur un double mouvement. Un mouvement de critique, de remise en question, mais également un mouvement de reconstruction. C'est pourquoi Descartes dit, il y a deux moments dans la citation que nous avons donnée. Il dit, je pris un jour l'entière résolution, ça veut dire la ferme décision. Qu'est-ce qu'il dit? De rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance. Mais est-ce qu'il s'arrête là, Pape? Après avoir dit rejeter comme fausses toutes les opinions que j'avais jusqu'alors reçues en ma créance, il ajoute, afin d'en remettre d'autres meilleurs ou bien les mêmes, mais lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Et cette expression-là, d'autres meilleurs ou bien les mêmes, lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison, ça veut dire que parmi ces opinions, il y en a qui sont bonnes, je les garde, et les autres qui sont mauvaises, je les rejette et je les remplace par d'autres meilleurs, mais toujours il dit, lorsque je les aurai ajustés au niveau de ma raison. Ça veut dire quoi? Que ce qui caractérise la philosophie en tant que des réflexions, c'est qu'elle est profondément rationnelle. Ça veut dire quoi? Que pour le philosophe, il n'y a qu'une source d'émanation de la vérité, ça ne peut être que la raison. Ça veut dire quoi? C'est exactement ce que dit un penseur bien de chez nous, le Camerounais Martien Towa, disant, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel par la pensée. Et lorsque le penseur camerounais dit, en philosophie, la pensée ne doit rien admettre comme vrai qui n'ait été saisi comme tel, ça veut dire quoi? Elle est réflexion permanente, elle est critique, elle est contestation, et en tant que telle, c'est le rationnel qui est sa marque intrinsèque et intime. Et donc, cela nous permet de montrer que cette réflexion critique, elle fait la différence, bien sûr pas, entre le philosophe et celui-là, généralement, qui ne philosophe pas, que nous appelons dans notre jargon de professeur terminal, l'homme du sens commun. L'homme du sens commun, c'est exactement le prisonnier de la fameuse caverne de Platon dans sa lettre 7. Donc, l'homme du sens commun, c'est celui qui est simplement esclave de toutes les idées reçues. C'est quelqu'un qui est incapable de revendiquer une liberté intellectuelle. Ça veut dire quoi? L'horizon intellectuel de l'homme du sens commun, il est borné. Pourquoi il est borné? Parce qu'il s'en tient à l'ensemble des représentations sociales. Il ne réussit jamais à s'extirper, entre guillemets, de ce monde-là pour pouvoir le penser par lui-même et pour lui-même. On pourra dire donc que cet homme, il est complètement pris dans le piège de ce que la philosophe française Jacques Lenus appelle le cercle des fausses évidences établies. Et lorsque Jacques Lenus fait allusion à ce cercle des fausses évidences établies, c'est une manière de montrer quoi? Que cet homme-là, il est définitivement prisonnier de toutes les vérités établies et donc il les accepte comme telles sans jamais faire l'effort de les soumettre à un travail critique de sa propre raison. C'est ça qui fait sa différence avec le philosophe. Le philosophe, au contraire, nous dirons quoi? Qu'il revendique cette liberté intellectuelle par laquelle il s'arroge le droit et la possibilité de soumettre à l'investigation critique de la raison tout ce qui relève de ce passé intellectuel-là. Et c'est pourquoi, vous l'avez compris, la philosophie, non seulement elle va être réflexion,
raison, elle va être remise en question. C'est le sens que lui donne Nietzsche, parce que Nietzsche montre que philosopher, c'est penser, mais c'est fondamentalement penser à coup de marteau. Oui. Et le marteau nichéen symbolise quoi? La volonté et la nécessité même pour le philosophe de pourfendre et de détruire les fausses idoles établies par la société afin que puisse se manifester simplement la vérité. Et cela donc nous permettra de dire qu'en tant qu'elle est activité de réflexion, la philosophie que les élèves retiennent, elle va reposer sur 3 piliers. Et quels sont les 3 piliers de l'activité philosophique? J'insiste pas, la philosophie est une activité. Oui. Parce qu'ils pensent que la philosophie est quelque chose qui nous installe, je ne sais dans quel confort douillet, dans lequel on n'a pas besoin même de sortir de son lit. C'est une activité intellectuelle. Et cette activité, que les apprenants retiennent, qu'elle reposera sur 3 piliers essentiels. Les 3 piliers essentiels de l'activité philosophique, c'est le doute, c'est l'étonnement et c'est le questionnement. Et vous l'avez compris, en considérant que doute, étonnement et questionnement constituent en tant que tels les piliers et les moteurs de l'activité philosophique, vous avez compris que d'ailleurs dans les 3 cas, c'est la même idée qui s'exprime. Celui qui doute, comme celui qui s'étonne, comme celui qui se questionne, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui cherche à savoir. Et donc, cette idée que le doute, l'étonnement et le questionnement constituent les piliers et les moteurs de la philosophie ne doit pas nous empêcher quand même de préciser aux élèves qu'il ne suffira pas de douter pour philosopher, qu'il ne suffira pas de s'étonner pour philosopher, qu'il ne suffira pas de se questionner pour philosopher. Oui. Ça veut dire qu'on peut douter sans philosopher, on peut douter, on peut s'étonner sans philosopher, on peut se questionner sans philosopher. Ou bien encore une fois, tout doute n'est pas forcément philosophique, tout étonnement n'est pas forcément philosophique, tout questionnement n'est pas forcément philosophique. Et la frontière dans les 3 cas est tracée dans l'histoire de la pensée. Qu'est-ce que douter? Le doute traduit déjà une suspension provisoire ou définitive du jugement. Ça dépend des écoles dans lesquelles on se met. Et donc, en disant que douter, c'est déjà suspendre le jugement, celui qui doute, il ne dit oui, il ne dit ni oui, il ne dit ni non. Et en philosophie, le doute est un moyen au service de la manifestation de la vérité. Rappelle-toi tout l'itinéraire spirituel de Descartes. Doublement déçu par l'école et par la vie, Descartes dit, je fais comme si tout ce qu'on m'avait appris était faux et je commence à douter et à douter absolument de tout. Rappelle-toi également quelqu'un qui s'appelle Alain. Alain, c'est lui-même qui donne au doute, mais sa formulation la plus belle du point de vue de son importance dans la réflexion philosophique. Que dit Alain? Il dit simplement, mais que le doute est le sel, S-E-L, de l'esprit. Et ajoute que l'esprit qui ne doute pas ne pense pas, et l'esprit qui ne pense pas descend même au-dessous de l'esprit. Ça veut donc dire quoi? Que le doute est le meilleur moyen pour le philosophe d'aller à la quête de la vérité. Et ce que dit Alain est très beau. Malheureusement, Pape, nos élèves de plus en plus ne sont pas sensibles à la beauté d'un texte. Il dit, lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Et lorsque Alain dit, lorsque la tête humaine, au lieu de douter, reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent, mais ça veut dire quoi? Le oui est synonyme d'asservissement, il est synonyme d'esclavage, alors que le non dans lequel se manifeste le doute est plutôt synonyme de quête et de volonté de savoir, de distinguer le vrai du faux, le bien. Et d'ailleurs, il y a le professeur Kebambaye qui disait que le oui n'a de sens que celui ou celle qui le prononce a la capacité de dire non. Oui, oui, c'est ça. L'étonnement, je n'insiste pas. La plupart des anciens considèrent l'étonnement ou le thomasène en langage grec, mais comme la source même de la philosophie. Je ne te fais pas la leçon. Au passage 314D de son fameux ouvrage, Le Tête-à-Tête, c'est Platon qui dit, j'ouvre les guillemets, l'étonnement est la marque intrinsèque de l'activité philosophique. Et il dit, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. Et en disant, j'ouvre les guillemets, c'est la marque d'un vrai philosophe que le sentiment d'étonnement, s'étonner, la philosophie n'a pas d'autre origine. C'est exactement ce que dira son ancien disciple Aristote, fondateur du lycée, qui dira, écoutez, c'est l'étonnement hier, aujourd'hui, comme aujourd'hui, qui poussa les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. S'étonner, c'est quoi, Pape? Mais tu le sais très bien. L'étonnement traduit quoi? Une volonté de percer le mystère du réel. L'étonnement traduit simplement le travail de la pensée, mais d'une pensée désireuse de comprendre. Pourquoi s'étonne-t-on? Mais parce que simplement on est là et on se demande pourquoi nous sommes là, d'où est-ce que nous venons, où est-ce que nous allons, la vie même a-t-elle un sens? Il y a un vieux philosophe de l'Antiquité grecque qui s'appelait Parménide.
lorsque les gens lui disaient, mais Parménide, à ton âge c'est avancé, pourquoi continues-tu à t'étonner et à nous enquiquiner, entre guillemets? Il dit, je m'étonne simplement du fait qu'il y a qu'il y a. Pourquoi tu t'étonnes? Il dit, parce qu'il y a qu'il y a. Et vous comprenez bien, quand il dit il y a qu'il y a, ça veut dire quoi? Il aurait pu ne rien y avoir, mais il y a qu'il y a. Il y a moi, l'humain, il y a l'animal, le minéral, le végétal. Et comme dira Leibniz plus tard, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et il donc dit parmi que le simple fait d'être là est une source d'étonnement et engendre nécessairement un travail de réflexion philosophique. Le questionnement, je n'insiste pas, il est considéré comme la manifestation ultime de la philosophie, parce que philosopher, c'est moins avoir le sens des solutions toutes faites qu'avoir le sens du problème. Philosopher, c'est être capable de se questionner. Oui, le doute, l'étonnement, le questionnement triptyque qui permet à la philosophie d'être une science rebelle, vous l'aviez dit, une science rebelle, et dans la lutte que la philosophie mène, son arme favorite, c'est la remise perpétuelle, le questionnement perpétuel et surtout la raison. Absolument, parce que tout ce que fait le philosophe est fondé en raison. Parce que le philosophe, il est l'ennemi de l'opinion. Oui. Il est l'ennemi des croyances. Il est l'ennemi des traditions. Il est l'ennemi de tout ce qui relève du consensus. Autrement dit, de tout ce que nous validons a priori sans faire intervenir un travail de réflexion critique. C'est pourquoi l'arme principale, comme le dit André Comte-Sponville, de la philosophie, c'est simplement la raison. Cette raison par laquelle, dit André Comte-Sponville, il traque la bêtise, il traque l'insolence, il détruit l'arrogance et nous met à l'abri du fanatisme et du dogmatisme dévastateur. Ça veut dire quoi? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est par le biais de la raison que la philosophie surgit et en surgissant, essaie de réécrire le monde, mais en le décrivant, c'est du point de vue non pas de ce qui est accepté par tout le monde, mais il présente le monde autrement. Ça veut dire quoi? Que celui-là qui n'est pas philosophe, il est piégé par la familiarité avec le monde. Alors que le philosophe, au contraire, il ne développe pas d'attitude de familiarité avec le monde parce que pour lui, le monde est toujours à découvrir. Chaque matin qu'il se réveille, il est frappé par le mystère éternel du monde. Deux auteurs pour les résumer. Pour l'homme du sens commun, quelqu'un qui s'appelle Bertrand Russell. Il dit comment se présente le monde pour celui qui ne philosophe pas. L'homme du sens commun, Bertrand Russell dit, pour celui-là, j'ouvre les guillemets, le monde tend à devenir fini, défini, évident. Comment se présente le monde pour le philosophe? Je donne la parole à un autre auteur qui s'appelle Jostein Gardeur. Il dit, pour le philosophe, au contraire, le monde, il est mystérieux, le monde, il est énigmatique, le monde, il est étrange. Fin de citation. Et quand il dit, pour le philosophe, le monde, il est mystérieux, le monde, il est énigmatique, il est étrange, et par conséquent, la conséquence c'est quoi? Le philosophe, s'appuyant sur les lumières de cette raison, va tenter de résoudre l'étrangeté du monde, ses énigmes, et justement de lever tout ce qui est source de questionnement en lui. Et c'est pourquoi donc, de ce point de vue-là, vous avez parfaitement raison de montrer que l'activité philosophique, elle nous installe dans une attitude de rupture par rapport au confort douillet des certitudes acceptées par le reste de la société. La raison philosophique traque les autres sciences, comme le mythe. Pourquoi? Elle le traque parce que, dans le cas que vous donnez, celui du mythe, la philosophie n'a pu naître et se développer qu'en contestant et en remettant en question l'autorité du mythe. Parce que vous le savez déjà, mais nous pouvons le rappeler aux apprenants, même s'ils le savent déjà, que le mythe est le premier système d'intelligibilité. Ça veut dire que c'est le premier mode de connaissance élaboré par les hommes et que donc en tant que discours ou récit, le mythe est à la fois pré-philosophique, pré-scientifique, pré-religieux, même si on prend en charge les religions révélées. Oui. Et donc ça veut dire quoi? Que c'est par le biais du mythe que primitivement l'homme a cherché à donner une explication à l'origine de toute chose. Et donc comme le mythe est le premier mode de connaissance élaboré par l'homme, pour que la philosophie puisse avoir droit de cité, il lui a fallu récuser le mythe et surtout remettre en question l'irrationalité de l'explication qui est fournie par le mythe. Parce qu'il faut dire que le mythe, il obéit à 4 déterminations fondamentales, Pape, qui le distinguent de la philosophie. Lesquelles? Premier aspect, c'est que le mythe, en tant que discours ou récit, du grec mythos, discours ou récit, il est fabuleux ou imaginaire, premier aspect. Deuxième aspect, il est populaire. Troisième aspect, il est dogmatique.
quatrième aspect, par la nature de l'explication que le mythe donne, il constitue ce que je dirais une sorte de saut dans l'irrationnel. Pourquoi? Parce que le mythe explique l'origine de toute chose, non pas de façon mathématique comme dans le langage de la science ou de façon rationnelle, mais en investissant des forces occultes, des êtres surnaturels, des divinités. C'est pourquoi même si du point de vue de sa structuration interne, comme tout récit, il relève de la cohérence, mais par la nature de l'explication reposant sur l'action des demi-dieux, des êtres surnaturels, l'explication fournie par le mythe, j'ai dit, est une large part un saut dans l'irrationalité, ce qui le distingue de la philosophie. Quand nous prenons le premier aspect, l'aspect fabuleux ou imaginaire, la philosophie, nous le savons très bien, elle n'a rien d'imaginaire. Pourquoi le mythe est imaginaire? Parce qu'il s'inscrit en dehors de l'histoire. Le mythe ne dit pas ce qui s'est réellement passé. Le mythe est une construction de l'imagination par laquelle l'homme tente de fournir, de dire une explication, mais qu'il crée lui-même relativement à l'origine de telle ou de telle chose. Et donc là où le mythe sort de l'histoire, la philosophie, elle n'a rien d'imaginaire. Rappelle-toi Ebenezer Ndiaye disant « La philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets. » Et lorsque Ebenezer Ndiaye enseigne que la philosophie s'intéresse aux hommes concrets, vivant dans des situations concrètes et confrontés à des problèmes concrets, ça veut dire quoi? Quand bien même saisit-elle l'homme du point de vue de son questionnement métaphysique, quand bien même saisit-elle l'homme du point de vue de la singularité de sa condition, la philosophie, elle ne nous coupe pas du réel, elle est une façon de penser simplement ce réel-là. Tout de suite, chacun d'entre nous pourrait se fendre d'un conte, mais aucun d'entre nous ne pourrait inventer un mythe, parce que le mythe, il surgit à l'intérieur d'une communauté humaine. Mythe Bambara, mythe Moussi, mythe Dogon, mythe Serer, mythe Baoulé, mythe Peul, ça veut donc dire quoi? Comme nous avons dit, il manifeste la façon de voir la culture et la vision du monde propre à une société. Non, pas besoin de montrer que la philosophie, en revanche, est quant à elle la manifestation d'une subjectivité individuelle. Enfin, l'aspect dogmatique, nous avons montré que par essence, la philosophie, elle est antidogmatique parce que gouvernée par la réflexion, par la remise en question et par la contestation véhémente et radicale. Et malheureusement, professeur, c'est la fin du cours. Déjà, me direz-vous, mais le temps passe vite quand on fait philosophie, malheureusement. mais la suite du cours, c'est dans l'école, parce qu'aujourd'hui, nous avions parlé des caractéristiques de la philosophie. Absolument. Et surtout, nous avions abordé une seule brèche par rapport à une seule, c'est-à-dire la philosophie et le mythe, les rapports qui existent. Et on n'a pas encore fini ce cours. On n'a pas fini ce cours. On reviendra sur la science, sur la religion et éventuellement même sur la magie. Et la religion, la science et la religion aujourd'hui, c'est un débat également qu'actualise le contexte actuel, la pandémie de Covid-19. En toile de fond, vous avez parfaitement raison de le signaler, il y a une forme de guéguerre en tout cas, où la nécessité de repenser les rapports qui pourraient exister entre la science et la religion, parce que dans l'espace public, on a le sentiment que c'est deux discours totalement contradictoires. Or, il y a un moyen de les concilier, mais ce n'est peut-être pas l'endroit. Peut-être dans d'autres cadres, on pourra développer cette réflexion. Encore, professeur, merci pour ce cours. Toutes ces questions auront des réponses dans e-école. E-école, c'est le rendez-vous spirituel, l'école chez vous du lundi au vendredi sur ITV. D'ici là, restez chez vous et surtout prenez soin de vous. Avant de finir encore, pour avoir une pensée pieuse à un collègue qui nous a quittés aujourd'hui, Alioune Diassé, un proche. Il était là. Il est parmi nous. Et il est encore parmi nous. On a le sentiment qu'il ne peut pas mourir. Exactement, c'est ça. Il respirait la vie, c'est-à-dire il participait de ce type de gens, Pape. On a le sentiment qu'ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils respirent la vie, la sympathie, la joie d'être là. Et donc, franchement, il va manquer à Océan, il va nous manquer, il va manquer à tous ceux qui l'ont connu. C'est une grande âme et qu'il soit rétribué à la hauteur de sa générosité. Et je vais finir par une citation de Marcel Pagnol que j'aime bien. Il disait que la gloire d'un héros, c'est d'être mort et enterré. Et voici un héros, c'est Alioune Diassé. Des prières pour le repos de son âme. École vous donne rendez-vous demain pour un autre cours sur ITV, juste après le point de presse du ministre de la Santé et de l'Action sociale.